راديو سوريالي. راديو غنوي. كوت كوت انه شط انه شطين كوت كوت او على شطنا كولتور او بحرنا كوت كوت. Méditerranée. جنب لجنب. On va finir par se comprendre. مرحبا. بارتاجي. كوت كوت. كوت كوت. Salut عليكم. ضفدع. راديو غنوي. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur les ondes de Radio Grenouille et de Radio Souriali. C'est notre quatrième voyage pour Côte à Côte, notre rendez-vous mensuel consacré à la Syrie, mais pas que. Bonjour Georges. Bonjour Simon. Tout va bien ? Tout va bien. Alors en préparant ce quatrième épisode, on s'est intéressé un peu au calendrier, le temps s'est réchauffé un peu, c'est le mois de mars, etc. Puis on a ouvert les journaux, on a ouvert nos livres d'histoire. Oui. On s'est tristement rendu compte que ça y est, on vient de fêter le 4e anniversaire de la révolution en Syrie. Oui. Et qu'on a trouvé que ce mois lié au printemps, il apporte pas seulement le printemps, mais à travers l'histoire, il a apporté beaucoup de catastrophes dans notre région. Alors on a dressé une petite liste comme ça. Ça a commencé avec l'attaque des Mongols, par exemple. Ben oui, le mois de mars de 1260 de notre ère. Un petit peu. Ouais, c'est à ce moment-là que les Mongols ont entré à Damas. Et il paraît, selon l'historien Ben Khaldoun, un des grands historiens arabes, que c'était un des mois de mars les plus froids de l'histoire de Damas, parce qu'il neigeait même à cette époque, et que les grenouilles mouraient, sortaient de la rivière de Barada tellement il faisait froid. D'accord, et ça, voilà. c'était du coup il y a 8 siècles. Voilà. Mais dans l'histoire contemporaine, au XXe siècle, il y a beaucoup de malheurs qui ont traversé oui. la région syrienne au cours de ces fameux mois de mars. Et pendant des années, nous en Syrie, on fêtait ce qu'on appelait la révolution, ce qui était un coup d'État, qui est arrivé en 63, l'arrivée de Baas au pouvoir. Donc pendant des années, ce 8 mars, qui est maintenant le journée mondiale de la femme, nous on le fêtait comme si c'était la révolution, qui n'a rien de révolution, c'était un coup d'État. Donc voilà, le mois de mars était beaucoup lié à cet événement, en tout cas dans notre imaginaire collectif récent. On peut évoquer aussi le massacre de Hama en février 1982, le massacre de Saddam à Halabja, des Kurdes en 1988. Tout à fait. Voilà, donc c'était, on va dire que même historiquement, le mot, en arabe on dit « Adar », le mois de mars, et que c'est un mot qui vient du assyriaque, la langue qui était parlée dans la région avant l'arabe, et que signifie le tremblement, la violence, parce que c'était très lié à la violence de la nature en tout cas. Dans l'esprit des gens à cette époque, et donc ça a continué. Mais je pense que nous, à travers notre émission, on va parler aussi d'un autre mars qui sera encore plus violent, mais violent pour la vie. On précise également que le massacre de Saddam à Halabja, c'est un massacre de la population kurde au XXIe siècle, en printemps de Damas 2001, révolte kurde en 2004 et la révolution en Syrie. En 2011, je l'ai dit, on vient de fêter le 4e anniversaire. Alors notre objectif dans cette émission, dans ce 4e voyage de côte à côte, c'est de célébrer le printemps et peut-être de dire que la vie continue malgré toutes ces épreuves dont on parle quand même depuis quelques épisodes. La vie continue, ça sera notre sujet pour 2 émissions également le mois prochain. La vie continue peut-être sous les bombardements, sous la guerre, etc. On en parlera durant le mois d'avril. Dans tous les cas, bienvenue pour cette heure de Côte à Côte. Radio Grenouille et Radio Souriali vous accueillent. Côte à côte. Côte à côte. On va finir par se comprendre. Et avec nous, en fil rouge de cette émission, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Camille Le Prince. Bonjour. Bonjour. Bonjour Camille. Camille, vous êtes une témoin et observatrice solidaire vous collectez des matériaux et des voix
et d'image du monde à travers des projets multimédia qui correspondent à votre sensibilité, à vos préoccupations. Est-ce qu'on peut vous définir comme une militante ? Oui, je crois que y a quelque chose de plus que juste observer. C'est que je me sens solidaire de ce que vivent les gens, à la fois en tant qu'individu et collectivement. Et puis que au-delà de ces projets multimédia, qui pour moi sont une caisse de résonance de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, je travaille aussi au quotidien dans une association de solidarité internationale, le CCFD Terre Solidaire, et que c'est aussi un moyen pour moi de militer pour un autre monde et puis pour justement une révolution en Syrie et peut-être ailleurs et peut-être chez nous d'ailleurs. Il nous faut. Vous avez beaucoup de projets à votre arc, on va dire ça comme ça. Quel travail exactement vous pouvez mener avec les associations, les acteurs du monde méditerranéen, de l'Algérie à la Syrie ? Il faut dire que au départ, j'ai une expérience qui est plus basée sur l'Algérie, puisque j'ai vécu 2 ans là-bas. Et puis, depuis là, 2 ans, je suis plus plongée. Je dirais vraiment plongée dans la Syrie, parce que je crois que ça a vraiment bouleversé ma vie, cette révolution. Et que j'ai essayé de relancer justement tout un travail de solidarité vis-à-vis d'acteurs syriens, que ce soit sur place ou que ce soit dans les pays limitrophes ou des gens en exil en France. Ce qui, moi, m'intéresse particulièrement, en fait, ça a été cette notion de renaissance. On parle du printemps. Je crois que le printemps, c'est le temps de la renaissance. Et en fait, ce que moi, j'ai beaucoup entendu et qui m'a bouleversée, ça a été d'entendre ces individus qui disaient, en fait... je suis renée, j'ai eu cette renaissance en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que Syrien aussi, je me suis découvert ou redécouvert Syrien au moment de la Révolution. J'ai trouvé ça hyper fort. Et puis aujourd'hui, on est plus dans une notion de survie, bien sûr, mais pour moi, les deux sont liés. Et moi-même, personnellement, ça m'a tellement plongée dans des tas de questionnements et d'émotions, cette révolution, que moi-même, j'ai eu l'impression que ça me posait ces questions-là. Oui, Camille, en fait, peut-être les auditeurs ils auront envie de savoir concrètement ce que vous avez touché, parce que vous travaillez essentiellement, et c'est important de le dire, sur la littérature, sur l'aspect littéraire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça ? En fait, c'est un projet qui s'appelle Ma Joconde, ma Guernica, mon amour. En fait, c'est un titre que j'ai emprunté à un article d'un écrivain et journaliste algérien qui parlait en fait d'icônes à travers le monde arabe, qui sont de femmes qui sont mortes notamment pour commémorer la Révolution. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de figures féminines comme ça à travers le monde arabe qui symbolisent le sacrifice des hommes et des femmes pour une cause juste. Et en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant de se questionner sur la confrontation entre les expériences des femmes dans ces révolutions, qu'elles nous racontent leur révolution. Et je me suis dit, c'est intéressant de questionner d'autres figures, comme ces Jocondes, comme ces Guernica, comme ces figures de femmes amoureuses aussi, et on y reviendra peut-être, qui permettent justement de défiger cette image du monde arabe et de nous raconter une autre image de la Révolution. Qu'est-ce que Camille Leprince, du coup, répondrait à la question « Est-ce que la vie continue malgré tout ?» après toutes ces collectes et toutes ces connaissances que vous avez amassées avec vos différents projets ? Bien sûr. Bien sûr, la vie ne peut que continuer. Je veux dire, des fois, dans mon travail aussi, en tant que chargée de mission pour une ONG, on me dit, mais comment vous faites pour garder le courage? Comment vous faites pour garder confiance? Je dis, mais j'ai pas le choix. Il y a des gens de l'autre côté de la Méditerranée qui nous attendent. Et si la communauté internationale est pas à la hauteur, si les gouvernements sont pas à la hauteur, ça veut dire que nous, en tant qu'acteurs associatifs, en tant que citoyens, on doit l'être solidaires. Donc, je dirais
que oui, la vie continue de l'autre côté de la Méditerranée, évidemment. Je pense aussi, je peux pas penser à la Syrie sans penser à ce qui s'est passé en Algérie, parce que il y a eu une tentative de révolution en 88 qui a été avortée, et qui ensuite, en plus, a donné lieu à une guerre civile de plus d'une décennie. Et moi, je vivais au moment des révolutions arabes en Algérie, et les gens ne voulaient pas de révolution. On disait, nous, on a déjà connu ça. Alors moi, j'étais très choquée parce que j'avais envie de sortir de ce marasme, j'avais envie de sortir de ce moment comme ça de stagnation du pays, et je comprenais pas ces jeunes qui avaient mon âge qui disaient non à la révolution. Et à côté, je voyais ces Syriens qui étaient d'un courage incroyable. Et alors, je prenais pas les Algériens pour des lâches du tout, mais je me disais, quand même, c'est étonnant. Et donc, du coup, je veux dire, aujourd'hui, en Algérie, par exemple, la vie continue et des gens, à travers l'art notamment, essayent de créer des brèches dans ce système sclérosé qui stagne, etc. Et l'art, je crois, le témoignage à travers la création, que ce soit des anonymes ou des artistes confirmés, montre bien, nous prouve que cette vie, elle continue. Vous nous avez proposé, en préparant cette émission, de nous amener un poème intitulé « Je suis la veuve du martyr ». Alors on va l'écouter dans cette émission côte à côte, mais est-ce que vous pourriez l'introduire, s'il vous plaît ? Oui, alors en fait, c'est un poème que moi j'ai découvert lors d'une soirée qui était organisée par Arte et Reporters sans frontières au printemps dernier, par une poétesse originaire de Homs qui s'appelle Soura Alouche. Et c'est un poème qui a été lu lors de cette soirée par la comédienne syro-libanaise Darina Al-Joundi, qui représente pour moi une femme libre. Et pour moi, c'est très important aussi de rappeler que la révolution syrienne, au départ, c'était aussi une révolution pour les femmes et par les femmes. Et c'était aussi un grand espoir de libération pour elles. Voilà. Je suis la veuve du martyr, et je n'en tire aucune gloire. Je ne parade pas parmi ses amis, et je refuse de recevoir les condoléances. Je ne dis jamais à mes enfants que leur père est monté au ciel sur une échelle de rose rouge et qu'il veille sur nous de là-haut. Je ne crois pas aux exploits héroïques et je ne leur mentirai pas en affirmant que leur père était un héros de guerre afin qu'ils puissent sécher leurs larmes et oublier. Je suis la veuve du martyr et son péché éternel. Son repentir ne pourra pas réparer ce que la douleur a détruit. Même la mort de son assassin ne pourra pas soulager mon âme tourmentée. Son amour pour moi n'était pas assez profond pour l'empêcher de se précipiter à la guerre. Je n'ai jamais été primordiale pour lui. Je n'étais qu'une femme qu'il avait prise chez lui pour s'assurer une descendance et se vanter en même temps de son succès amoureux. Je suis la mère des enfants qui n'a pas essayé aimer non plus. Il les a abandonnés, orphelins, meurtris, avant de partir vers une mort probable et devenir l'un des aimés de Dieu. Désormais, je ne penserai plus à lui. Je ne souhaiterai plus qu'il soit encore vivant. Je ne porterai pas le noir du deuil, car la patrie pour laquelle il est mort raffole des couleurs claires et éclatantes. Ces jeunes enfants devenus orphelins adorent encore les confiseries roses. Ils rêvent de l'été, ils peignent toujours dans leurs cahiers les arbres verts, le soleil doré et la mer bleue. Et l'épouse, que tous voudraient voir dépérir sous la bénédiction du nom du défunt et sous le fardeau de son souvenir, est encore jeune. Elle ne comprend pas la séparation et refuse d'en approfondir les raisons divines. Il était insipide, comme tant d'autres, et ne savait se battre que sur un seul front. J'évoquais l'amour alors qu'il évoquait la volonté céleste. Il était au cœur de mes écrits, alors qu'il écrivait de la montagne, du Dieu unique et de ses frères d'armes. Je lui parlais de nos souvenirs communs pendant qu'il préparait son sac de voyage.
Je lui faisais un arc-en-ciel de mes robes alors qu'il me parlait des tyrans et des prisons. J'étalais sous ses yeux le désespoir qu'il me causait, lui et ses semblables. Et il étalait devant moi les photos des amis dont il est séparé depuis son départ du pays. Ne me parlez pas de pudeur, de fidélité, ni de foi. Ne tentez pas de m'éblouir avec vos futilités. Ne m'accusez pas d'hérésie. Je suis la compagne du martyr qui a perdu l'éclat de la vie. Je suis le grondement de sa folie éternelle sur les trottoirs de la mendicité. Je suis les rues bloquées devant l'amour. Je suis celle qui porte son message et c'est pourquoi je dirai à mes enfants: maudit soit le pays qui engendre les déceptions des amoureux et non de leurs rêves. Maudit soit le pays où les enfants craignent leur mère plus que les balles. Maudit soit le pays qui façonne les héros pour mieux les dévorer ensuite. Maudit soit le pays qui célèbre les morts avec les youyous et ne les pleure pas. Maudit soit le pays qui, animé par la vengeance, s'offre à celui qui le paye. Maudit soit le pays dont nous célébrons les villes avec des poèmes et qui s'associe quand même avec les bandits. N'oubliez surtout pas de transmettre mon testament. Brisé par la patrie, mon cœur est suspendu sur les cordes à linge avec les chemises des martyrs qui ont été foulées sous les bottes des militaires. Suriali. Radio Grenouille. Suriali. La Syrie est à moi. Culture. شرق المتوسط. Côte à côte. Nous sommes toujours sur Radio Grenouille et Radio Suriali, c'est Côte à côte. Camille Leprince, pourquoi avoir choisi précisément ce poème ? Déjà, pour moi, c'est très fort le fait que ce soit écrit à la première personne et que ça commence... ce poème s'appelle « Je suis la veuve du martyr et je ne porterai pas son deuil ». Et pour moi, en fait, j'accorde énormément d'importance au témoignage à la première personne. Je trouve que en fait, ça permet d'incarner davantage le quotidien et la réalité des gens. Et puis ensuite, je trouve que c'est... en fait, il faut pas se tromper, c'est pas une femme qui est contre la révolution, mais c'est une femme amoureuse, c'est une femme qui dit qu'elle est aussi mère de famille, qu'elle est aussi inscrite dans un quotidien. Et donc, ce que j'aime, c'est ça, c'est rappeler que derrière des révolutionnaires, derrière un chaos, il y a aussi des individus qui ont le droit encore de revendiquer un destin individuel et des espérances individuelles. Et ça, j'aime. Et ensuite, j'aime aussi le fait que ce soit une forme... pour elle, une manière d'exorciser en fait tout ce que la révolution a de négatif, ou en tout cas a apporté de chaotique et de violent. Et c'est pas, elle n'est pas contre la révolution, mais je crois qu'elle essaye de mettre à distance à travers ce texte aussi tout ce qui l'a fait souffrir dans cette révolution. Et le thème de l'amour, parce que c'est quand même un poème sur l'amour. Je trouve que c'est important parce que rappeler que voilà, dans un chaos avec ces images, comme je disais tout à l'heure, du monde arabe où on oublie presque que ce sont des humains, pas des bêtes féroces, sanguinaires, etc. Parler encore d'amour, je trouve ça très fort. Et pour moi, c'est la survie, c'est sentir qu'il y a une sève, c'est sentir qu'il y a quelque chose qui se passe en chacun de nous, quoi. Et du coup, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Georges là-dessus, en tant que Syrien. Alors, en fait, cette question, la voix de cette femme, quand je l'entendais, qu'est-ce qu'elle disait ? C'est une question qui revenait sans cesse, en fait. Surtout pour les poètes, pour les intellectuels syriens, dans des rencontres. Je l'ai entendu plusieurs fois. Est-ce que, si on savait que ça allait jusqu'au-là, est-ce qu'on aurait commencé cette révolution ? Et tous répondaient « Heureusement qu'on ne savait pas, parce que c'est comme ça la vie ». Et beaucoup d'entre eux, ils savaient que ça allait pas être aussi doux, aussi fait avec du jasmin et de drôlerie comme c'est passé en Tunisie, en Égypte. Les intellectuels syriens, ils savaient à quel régime avait affaire.
et il savait qu'elle allait être violente. Personne ne savait qu'elle allait jusque-là. Et je pense que cette femme, bien sûr que ça montre à quel point elle est avec la Révolution, et c'est parce qu'elle est amoureuse de ce martyr, de son mari, et qu'elle préfère de dire mon mari que de dire mon martyr, ou d'avoir sa photo dans le salon. Elle préfère avoir son mari en chair et en os. Mais cet amour, je pense, et c'est surtout les femmes, je pense que la Révolution devient encore plus forte quand elle gagne une femme en plus. Parce qu'une femme en plus, ça fait, je pense, une dizaine d'hommes avec elle, parce qu'elle porte avec elle quelque chose. Et c'est ça notre Révolution. Camille Leprince, dans votre démarche de collecte et de création, vous avez croisé d'autres exemples comme ça, comme cette femme, des exemples relatifs à l'amour, à la liberté, à tout? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai fait un premier projet d'abord qui était un web documentaire sur l'Algérie qui s'appelle Fabrique Algéria. Une des femmes, donc artistes, parce que c'est des jeunes artistes que j'avais choisi d'interviewer, une des jeunes artistes parlait d'un projet de court-métrage qui était sur le premier jour des premières règles d'une jeune fille et du changement de regard de la société et de sa famille sur elle à partir de ce moment-là. Et toute la panique qu'elle avait pu ressentir parce que c'était pendant les années 90 et que à ce moment-là, elle se disait, ça veut dire qu'on va m'obliger à porter le voile, ça veut dire qu'on va m'obliger à arrêter les études. Voilà, devenir une femme, c'était une angoisse. Et donc, en fait, c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi, ce lien entre l'histoire intime et la grande histoire à des moments de conflit ou à des moments, en tout cas, de tension politique et d'obscurantisme. C'est quelque chose que, oui, j'ai déjà pu travailler autour de la figure de la femme. Après, il y a d'autres exemples que j'ai croisés sur la Syrie et d'autres initiatives qui pour moi sont extrêmement porteuses. Je pense en particulier au site de la mémoire créative de la Révolution syrienne qui collecte donc tout un tas de créations de tout type, anonymes et professionnelles autour de la Révolution. Je pense aussi au site internet Syrie moderne démocratique laïque, Syrie MDL, qui là propose un portail en fait autour de personnalités littéraires, autour du patrimoine, propose des témoignages aussi, et en fait qui a été créé par une jeune femme qui est franco-syrienne et qui a dit moi je veux parler à la société française en tant que franco-syrienne et lui montrer une autre image de la Syrie. Donc voilà, je pense qu'il y a des femmes effectivement qui se donnent les moyens de faire ça à travers la création. Georges, et tu es parti à la rencontre de Youssef Attallah. Oui, alors comme elle venait de le faire, Darin Al-Joundi, en lisant ce poème qui témoigne de la Syrie, alors moi j'ai rencontré Youssef Attallah qui est un Syrien de Paris, qui en parallèle des cours d'arabe qu'il donne à la mairie de Paris et ailleurs, il prépare une étude sur la littérature de témoignage. Donc je l'ai rencontré à Paris, où on va écouter ensemble notre discussion de cette littérature de témoignage autour de la révolution syrienne. Youssef Attallah, bonjour. Vous êtes syrien, vous êtes résident en France depuis quelques années. Vous êtes enseignant d'arabe à l'ICI, l'Institut de culture d'islam, et aussi à la mairie de Paris. Et en même temps, vous préparez une étude sur la littérature de témoignage. Alors parlez-nous un petit peu de qu'est-ce que c'est la littérature de témoignage. Bonjour. Eh bien, la littérature de témoignage vient de littérature et témoignage. Alors, littérature, tout le monde sait c'est quoi la littérature. Témoignage, ça veut dire témoigner, voir quelque chose et ensuite faire passer ce qu'on a vu, le message, par écrit. Là, il faut faire la différence entre la forme et le contenu. La forme, ça peut être toute production littéraire, poésie, roman ou même un récit. Or, le contenu, là, c'est le contenu qui dépend de ce qu'on raconte, de ce qu'on voit, de la période historique. Parce que finalement, c'est une forme d'écrire l'histoire. Et justement, historiquement parlant, la littérature de témoignage commençait après la Deuxième Guerre mondiale sur l'écriture de la Shoah. C'était, si vous voulez, l'écriture de l'histoire, une forme de témoignage de ce qui s'est passé. Voilà. Bien, en Syrie,
il faut faire la différence entre la littérature de témoignage dans son sens actuel, post-2011, et ce qui était écrit avant. Parce que, bizarrement et curieusement, si j'ose dire, la littérature de témoignage en série était déjà avant 2011. Eh ben oui, c'était dans la forme de la littérature carcérale. Et là, je peux vous donner des exemples. La coquille de Mustafa Khalife en 2008, également un autre livre de Akram Garabet, 13 ans de prison en Syrie, Voyage vers l'inconnu, ou même un autre livre de Belkhalas Ya Shabab, 16 ans dans les prisons syriennes, de Yassine Haj Saleh. Voilà, tout ça, c'était des littératures carcérales qui témoignaient l'expérience de ces prisonniers politiques sous Assad. Voilà. Également, je voudrais parler que les Syriens, post-2011, ils commencent à témoigner et à écrire les événements, l'histoire, au même moment où les événements se passent. Autrement dit, c'est l'écriture de l'histoire réelle, voire l'histoire contemporaine de la Syrie. Contrairement à ce qui s'est passé, par exemple, sur l'écriture de la Shoah. L'écriture de la Shoah est apparue très tardivement, pas au même moment de la Shoah. C'est pareil, par exemple, pour la guerre civile libanaise. Il y a toute une littérature qui parlait de la guerre civile libanaise, mais on a dû attendre que la guerre soit terminée pour pouvoir faire cette production littéraire. Et vous pouvez nous parler un petit peu de cette littérature alors post-2011 en Syrie ? Justement, écoutez, cette littérature, elle est une production dans plusieurs formes, entre romans, récits, même poésie, qui justement était produite dans une période très courte, relativement parlant. Et cette littérature, elle continue toujours à avoir lieu. Pourtant, on ne peut pas encore, et on n'est pas encore en mesure de dire à quel point cette littérature est crédible, pas crédible, ou même si cette littérature va toujours continuer à avoir lieu ou non. C'est pas du tout le but de mon étude. Et moi-même, je ne suis pas en mesure de classifier les choses. C'est plutôt le temps qui va dire les choses et qui va faire justement ces distinctions entre quantité et qualité. Il faut éventuellement vous donner quelques exemples de certains titres qui sont apparus en arabe et qui ont également été traduits après en langue française. Par exemple, le livre de Éloge de la haine qui est apparu en français en 2011. Également le fameux livre de Khaled Khalife. Oui, tout à fait, de Khaled Khalife. Également, il y en a un autre livre qui est encore en arabe, La Sekakin fi Matabikh Hadhihi al-Madina. Et parlons surtout du livre de Samar Yazbek, Feu croisé, apparu en français et même en anglais en 2012. Figurez-vous que Khaled Khalife, il a fait un roman. Or, Samar Yazbek, elle a préféré de faire un récit dans lequel elle a mis tout son travail de journaliste, son journal intime, personnel, etc. et de le publier après. Également, en parlant de Samar Yazbek, ça me passe par la tête son nouveau livre qui va avoir le jour très prochainement en 2015, portant le titre Les portes du néant. Voilà. Et bien sûr, d'autres livres comme Touboul el-Harb de Maha Hassan qui est apparu sous la forme d'un roman. Voilà. Ou d'autres livres qui tous parlent de les événements post-2011 en langue arabe et même traduites en français ou en anglais dans plusieurs langues. Alors, ma question là, c'est que je peux remarquer que la plupart des livres que vous donnez des exemples sont traduites déjà en français. Est-ce que
c'est nouveau, c'est la traduction quasi simultanée des livres. Oui. Tout à fait, justement. Il y a une volonté chez ces écrivains que je viens de citer de faire passer le message au-delà que le lecteur arabe, syrien ou pas syrien, arabe dans le sens large du mot, vers un lecteur étranger, français ou anglais, ou même lisant en langue française, de voir et de savoir surtout qu'est-ce qui se passe. Alors le témoin, il dépasse les frontières, si j'ose dire, de la Syrie et du monde arabe pour aller plus loin. Voilà. Et également, c'est bien de citer des titres des livres écrits par des Syriens apparus directement en français et non pas en arabe. Par exemple, il y a le livre apparu là en 2015 portant le titre Lettres de Syrie et un autre titre d'un livre intitulé La Syrie promise de Hala Koudmani en 2014. Pourtant, Hala Koudmani est une Syrienne, mais elle a préféré de faire passer le message, de transmettre le message directement en français pour un public français. Également, c'est bien de parler de, par exemple, Edith Bouvier. Tout le monde connaît que Edith Bouvier était à Homs, à Baba Amrou, était otage et finalement elle a pu se libérer, elle a trouvé sa liberté, elle est de retour en France et elle a choisi en tant que journaliste de raconter à ses compatriotes français ce qu'elle a vécu, voilà. Et son livre apparu en langue française sous le titre Chambre avec vue sur la Syrie. C'est pareil parlant du père Paolo qui a fait un livre en 2013 portant le titre La rage et la lumière, et également le livre de Jonathan Littell, Le carnet de Homs, paru également en français en 2011, et le livre de Jean-Pierre Filiu, Je vous écris d'Alep. Ok, donc on voit qu'il y a même des auteurs étrangers qui participent à ces témoignages de ce qui se passe en Syrie. Alors je voudrais revenir à ces auteurs syriens qui ont écrit et j'aimerais savoir qu'est-ce qui pousse tous ces auteurs, en tout cas ce qu'on a remarqué qu'il y a une production en nombre, en quantité beaucoup plus grande que de ce qui était avant 2011. Oui. Qu'est-ce qui pousse ces auteurs à écrire Et surtout, c'est la période. C'est également la période qui attire notre attention. Justement, mais avant de parler, si vous voulez, des auteurs syriens, figurez-vous qu'il y a, si j'ose dire, une nécessité d'écrire chez les auteurs non syriens et non arabes et non arabophones également, de pouvoir dire: alors qu'en pensez-vous des auteurs syriens qui ont malheureusement peut-être choisi de ne pas écrire parce que vous savez très bien, écrire c'est quelque chose de grave en Syrie, c'est pas quelque chose de facile, c'est quand les enfants en 2011 ont osé d'écrire 2-3 slogans sur le mur et on a vu très bien que ce qui s'est passé. Alors vous me posez la question et justement la réponse est dans la question elle-même, c'est le fait de écrire. Voilà. Alors, il y a une nécessité d'écrire l'histoire contemporaine de la Syrie par des plumes des auteurs, des écrivains syriens et non pas syriens, des Français. Et c'est écrire l'histoire en elle-même, écrire les actions où les actions se passent également, sans attendre des années pour écrire les choses. D'un côté, on a le silence absolu des auteurs, des écrivains syriens, qui pourtant sont encore en Syrie, qui ont choisi, bon, chacun il a ses raisons finalement, de se taire, et d'autres, ils ont choisi de parler. Ils ont choisi de prendre le risque, d'avoir le risque. Ce n'est pas grave, on va parler, on va dire ce qu'on a à dire, en arabe, en français, dans toutes les langues, et de faire passer le message. Voilà. Alors, c'est une sorte de documentation, c'est ça écrire l'histoire, c'est ça témoigner. Vous savez très bien que l'histoire a commencé sur Facebook avec des gens normaux, comme vous et moi, qui écrivaient sur Facebook, sur des blogs et sur les réseaux sociaux. Et bien, il y en a d'autres qui vont plus loin pour écrire des livres, pour publier ce qu'ils ont écrit, et également
pour traduire. Tout à fait. Donc, je vous remercie pour votre témoignage Merci. littéraire et on finit avec cette note positive, avec tous ces auteurs qui ont osé de casser le silence et de parler, de témoigner, d'écrire. Tout à fait. Ce qui se passe en Syrie. Tout à fait, à travers la littérature. Justement. Merci Youssef. Merci pour vous. Côte à côte. Char. Méditerranée. Le Bahr. أخبار Syrie. Côte à côte. 4 ans après la révolution syrienne, la vie et l'émission Côte à côte continue. Nous allons écouter Camille Le Prince, notre invité en studio, qui va nous lire un texte de Joumama Marouf. Joumama Marouf est une institutrice qui, durant plus de 2 ans, a entretenu depuis la Syrie une correspondante avec une amie contrainte par les événements de quitter le pays. Elle a vécu de multiples situations, a été amenée à côtoyer des gens de tous bords et elle a livré dans ses lettres de Syrie des descriptions puissantes, émouvantes, poignantes, éclairantes de la réalité complexe à laquelle les Syriens sont confrontés depuis le début de la révolution dans leur pays, toutes communautés confondues. Ces textes ont été traduits par Nathalie Bontemps, publiés sur le blog Un œil sur la Syrie, sur un blog du monde.fr tenu par Ignace Leverrier, qu'on remercie de nous avoir donné l'autorisation de lire ces textes sur Radio Grenouille et Radio Soleil à Lit. Ces lettres viennent d'être rassemblées, viennent d'être publiées dans un ouvrage aux éditions Buchet-Châtel. L'ouvrage s'intitule tout simplement Lettres de Syrie. 14 mars 2012. Bonjour. Demain, c'est la fête des enseignants. Tu sais que je suis institutrice dans une école du centre. Quelle ne fut pas notre surprise, à mes collègues et à moi-même, de constater ce matin que le congé qui nous est habituellement donné pour cette fête avait été supprimé. On pensait sortir dans un restaurant de Bab Touma. Mais le directeur est entré dans la salle des profs. Il s'est lancé dans un discours matinal, entamé par un éloge du ministre de l'Éducation et de sa brillante sagacité. Il déclara « Demain, c'est le 15 mars. C'est l'anniversaire de la Révolution, comme Cézanne l'appelle. Ces racailles ont appelé demain à la grève. Vous savez que les écoles et les universités représentent 60% de la fonction publique. Si elles sont fermées, ces crapules vont écrire sur Facebook que la grève a été un succès. C'est pourquoi notre ministre, qui est malin, a décidé que demain sera jour de travail. Quiconque s'absentera devra produire un justificatif sous peine de sanction. Nous irons tous demain à la démonstration de soutien général sur la place des Omeyyades. Bien évidemment, personne ne vous y oblige. » Arrivé à la fin de sa harangue, il a ajouté « Nous savons que vous êtes tous des patriotes. Demain, sur la place, vous jouerez pleinement votre rôle, vous qui formez les générations les unes après les autres. » Et il a conclu, facétieux, « Préparez-vous pour la dabke. » Puis il s'en est allé, sans regarder le visage des instituteurs et des institutrices, ni les têtes qui s'enfonçaient dans les épaules. L'une de nous, une dame âgée, a élevé la voix. « Alors, il y a un complot. Les bandes armées tuent les gens, font des massacres, enlèvent les enfants, violent les femmes. Et nous, on danse sur les places ? Allez-y, mais ne dansez pas. Attristez-vous un peu sur les âmes des innocents. Faites 1 minute de silence, juste 1 minute. » Puis la vertueuse institutrice regarda autour d'elle, et elle poussa un profond soupir de soulagement lorsqu'elle nous vit. Ce n'était que nous. Georges, quand on a lu ce texte pour la première fois, on y parlait de dabke. Je me suis demandé ce que c'était. Tu nous as proposé de nous en passer un extrait, mais il paraît que, enfin voilà, il y a quelques précisions à apporter sur le dabke aujourd'hui. Alors le dabke, c'est une danse traditionnelle qui se fait comme les danses provençales, en fait, les danses provençaux ou provençales. Donc c'est des hommes et des femmes qui se tiennent la main et qui en rond. Et en fait, pourquoi elle indique, je pense que quand elle écrit ça, parce qu'au début de la révolution, tu vois, les détails de la révolution syrienne, il y avait des images qui ont beaucoup marqué les Syriens.
parce que le régime obligeait les gens, parfois il faisait payer des gens pour venir danser dans les places publiques, dans ces démonstrations de loyauté au président, en même temps que d'autres villes étaient bombardées avec des enfants massacrés et des femmes mortes. Et c'était en même temps, c'est-à-dire sur des chaînes qui n'étaient pas syriennes, on voyait les morts, et sur les chaînes syriennes, on voyait les gens qui faisaient la fête. Et ça a beaucoup marqué les esprits, à quel point le régime s'en foutait, mais complètement de la vie de ces gens, de leur vie, de tout ce qui les concernait. Il faisait complètement l'opposé, ce qui est le contraire dans un pays où la tradition de deuil est très forte, et on respecte beaucoup qu'il y a un deuil, qu'il y a des morts. Et le régime, c'était comme si ces gens-là qui mouraient n'existaient pas. Camille Leprince, décidément, vous en connaissez beaucoup sur la Syrie. Décidément. Il y a tout un penchant, un côté humanitaire également dans votre démarche. Ben oui, parce que aujourd'hui, en fait, si on veut aider la Syrie, c'est vrai que la création, c'est une forme de soutien, de solidarité, c'est une forme d'expression des gens pour rester vivants. Mais il y a aussi la survie matérielle, humanitaire. Et du coup, l'acteur dont je voudrais vous parler, c'est Qotsi, c'est le collectif pour le développement et le secours syrien, qui en fait est une des rares plateformes qui rassemble tout un groupe d'associations syriennes ou franco-syriennes en France et qui fait l'effort justement de se solidariser pour dégager des priorités d'action dans différentes zones, que ce soit en Syrie ou dans les pays limitrophes, dans les camps de réfugiés. Et en particulier, ils travaillent de manière très intéressante sur la résilience des enfants. Donc la résilience, ça veut dire vraiment essayer de tisser, de trouver des ressources à l'intérieur de soi grâce à, par exemple, de l'art-thérapie, mais aussi construire un réseau, un tissu social avec les familles, les animateurs, les éducateurs. Et puis, un autre volet de Qotsi que je trouve intéressant, c'est tout ce qui est aide aux réfugiés en France. Et je pense que c'est là qu'il faut que nous, en tant que citoyens français, on soit solidaires et on soit au rendez-vous, d'exiger aussi que notre gouvernement français accueille davantage de réfugiés syriens. Et toujours dans l'élan des projets qui essaient d'aider les Syriens, on va appeler Yara Atlas, qui est la cofondatrice du projet Watanli. C'est un projet pour le développement socio-culturel en Syrie par des initiatives et des activités citoyennes en Syrie et dans les camps des réfugiés autour dans les pays voisins. Yara Amtsmaini, bonjour. Bonjour. Alors Yara, tu vas nous parler peut-être, nous expliquer un petit peu le contexte, ton contexte en tout cas, de Syrienne exilée. Est-ce que cela vous a empêché de continuer votre activité de soutien aux Syriens? Comment le projet Watanli a commencé? Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Voilà, si tu peux nous mettre un petit peu, nous expliquer un petit peu tout ça. Oui, bien sûr. Alors, on a fait plusieurs projets de soutien aux Syriens. On a commencé par une petite campagne vidéo qui s'appelle Les Voix de la Syrie. Et on voulait montrer qu'il y avait des gens ordinaires, des civils qui sont ni affiliés à Bachar al-Assad, ni affiliés à Daesh, et qui ont des opinions, des histoires, des pensées, et personne ne voulait les écouter ou les supporter. Donc ça, c'était l'idée principale ou la motivation derrière le projet Watanli. Après, on s'est dirigé vers les réfugiés. On a fait une campagne pour collecter des fonds et aller les visiter en Turquie à Al-Hamiya. Et on a fait des workshops d'art, des activités socio-culturelles, de musique, de peinture, des petits jeux créatifs. Et le but, c'était de les distancer un peu de leurs conditions difficiles, de les sortir un peu de cette réalité de camp et de les exposer à un environnement différent, qui est positif, les faire sourire, les faire passer un beau moment. Maintenant, notre projet le plus récent, c'est aussi un projet culturel de cinéma. Il s'appelle Cinéma Ondago. C'est un projet en Syrie, à Alep, où on montre des films éducatifs aux enfants. C'est une sorte de support psychologique et social et moral vu qu'il vit à Alep dans une zone de guerre. Et donc aussi on veut les distancer un peu de ces conditions et leur offrir un espace de confort où ils peuvent passer un bon moment.
mais aussi apprendre quelque chose à travers les films et penser à autre chose que la guerre et les conditions qui sont autour d'eux. Tu es en train de contribuer d'une manière ou d'une autre à la reconstruction de cette future génération de ton pays. Ça, pour moi, c'est ce qui me motive en tout cas à poursuivre nos projets à Watanilia. C'est à ce moment-là que vous apercevez quand même une continuité dans la vie pour les Syriens malgré cette situation d'exilés, de réfugiés. Oui, parlez-nous un peu des impacts de vos projets, peut-être des histoires d'espoir que vous avez déjà touchées dans votre parcours. En termes d'impact, je veux dire, c'est dur, je pense, de voir un impact direct maintenant, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de travail, à faire et la perte est énorme. Mais ce qui compte, en tout cas pour moi, c'est la curiosité qu'on laisse chez l'enfant, chez le réfugié, c'est l'espoir qu'on crée, la motivation d'apprendre, de rêver, de penser qu'il peut faire des choses dans l'avenir, parce que toutes ces choses-là sont des choses perdues pour un enfant syrien maintenant. Un enfant syrien qui a vécu la guerre et toutes ces expériences traumatiques, c'est dur pour lui de penser que la vie est rose et qu'il peut toujours faire des belles choses dans la vie. Donc pour moi, de pouvoir créer, de le mettre dans cet état d'esprit et de créer en lui cette motivation de vouloir apprendre, de l'inspirer, de le motiver à continuer son éducation et à poursuivre, c'est déjà quelque chose. Et je me rappelle de l'histoire de Ahmad. Ahmad, c'est un enfant réfugié de Idlib. Il a quitté la Syrie il y a 1 an parce que son village a été bombardé par les forces de Bachar al-Assad. Et donc, je me souviens, je me suis intéressée à son cas et je voulais savoir qu'est-ce qu'il ressentait, qu'est-ce qu'il pensait durant les activités et les workshops qu'on faisait. Et je me souviens, je lui ai posé une question très spontanée comme ça. Ahmad, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te plaît ce qu'on fait et tout? Et je me rappelle, il a pris un bout de papier, il a écrit, parce qu'il était un peu timide, il a écrit je suis en train d'imaginer mon mariage dans cette salle. Et c'est à ce point-là qu'il était heureux d'être avec nous. Et pour moi, ça, c'était vraiment très spécial. C'était vraiment magnifique. Je me souviens, je suis allée directement raconter ça à toute l'équipe et on était très heureux. Que si on arrive à les faire sourire, à leur faire oublier ces expériences traumatiques de guerre, c'est déjà quelque chose. S'ils arrivent à oublier, à sourire, à rigoler, ils peuvent contribuer activement après dans le futur, être des agents actifs et sains dans leur société. C'est ce qui compte pour moi, en tout cas personnellement, et c'est ce qui me motive à poursuivre. Merci beaucoup Yara Atlas du projet Watanli, j'espère que je le prononce Watanli. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour Radio Grenouille et Radio Souriali. J'en profite également pour remercier Camille Le Prince de sa participation. Merci à vous. À l'émission. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Souriali. Radio Grenouille. Souriali. La série est à moi. Culture. شرق المتوسط. Côte à côte. Allez, c'est l'heure du rendez-vous mensuel avec Fatouche, la chronique culinaire de Côte à Côte préparée savoureusement par Radio Souriali. Aujourd'hui, nous allons parler kurde. Fatouche. Alors, je veux pas me dire l'histoire de la Fatouche. Salut. Salut, salam, marhaba et rojbash. Aïe aïe aïe, je t'ai demandé de m'apprendre l'arabe, mais tu peux le faire doucement s'il te plaît? Oui, bien sûr. Allez, on recommence. Pour dire salut en arabe, c'est salam, ce que veut dire paix. Ok, je note. Et les autres? Marhaba, c'est pour dire salut aussi, mais on l'utilise principalement au Moyen-Orient et la Turquie aussi. Mais ce n'est pas un mot arabe? Si, mais c'est peu utilisé aux pays de Maghreb et pays de Golfe. Et le troisième, rojbash, c'est juste pour le Proche-Orient aussi? Rojbash, c'est même pas arabe en fait. C'est le mot pour dire bonjour dans la région, mais en kurde. Mais vous parlez quelle langue en Syrie et au Moyen-Orient? Je suis perdue là. La langue principale, c'est l'arabe, en dialecte chami ou lévantin. C'est parlé principalement à l'est de la Méditerranée. Ce dialecte est tellement différent du dialecte maghrébin. Il y a aussi d'autres langues parlées dans la région, principalement la kurde, et aussi dans quelques régions, on parle l'aramien, la digue, l'arménien, l'assyrien et des autres. Tu me compliques la vie là. Mais tu sais quoi? Je suis contente quand même. J'aime savoir comment dire bonjour en plusieurs langues. Tu sais, le bonjour c'est la moitié de toute communication. Absolument.
Et l'autre raison pour laquelle je t'apprends à dire bonjour en kurde, c'est que la recette aujourd'hui vient du Kurdistan. Super. Tiens, je t'ai amené de la farine, comme tu m'as demandé. Parfait. Allons à la cuisine alors. Super, on a tout ce qu'il faut. On fait quoi alors? On fait un gâteau qui s'appelle Kompé pour fêter le Nowruz ensemble. Ah oui, je connais, c'est vrai. La fête de Nowruz, c'est bientôt. C'est la fête du printemps, le 21 mars donc. Ah oui, bravo. Tu t'y connais en culture kurde. Je suis impressionné vraiment. Mais oui, j'ai une copine kurde qui m'a parlé de ça. Elle m'a dit que pour les Kurdes, c'est le jour pour fêter la vie et la continuité de la vie. C'est la fête du printemps et la victoire du bien vis-à-vis du mal. Oui, exactement. En fait, Nowruz en kurde veut dire nouveau jour. Et je suis d'accord avec toi. C'est le jour pour fêter la continuité de la vie. Surtout pour les Kurdes en Syrie. C'est la continuité de la vie malgré tout. Juste pour te dire, la vie pour les Kurdes en Syrie et en Irak était encore plus dure que la vie pour les Kurdes en Turquie. Oui, ma copine habitait dans le sud de la Turquie. Elle m'a raconté comment les gens se réunissaient pour faire un grand feu, chanter, danser et jouer des pièces de théâtre dans lesquelles Kawa se battait et gagnait contre le méchant roi Azdarak. Ouais. Mais elle m'a parlé aussi du reste de sa famille en Syrie, qui ne célébrait pas cette fête par crainte de représailles par le gouvernement, non? Oui, malheureusement. Les Kurdes sont une grande population sans patrie. Beaucoup de pression par les gouvernements, notamment en Syrie et en Irak. Dans notre histoire moderne, il y avait plusieurs massacres. Un par arme chimique par le régime de Saddam Hussein en Irak et d'autres en Syrie. Chaque fois, les Kurdes ont essayé de se révolter, notamment en 2004. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités dans la région sont de régimes opprimants avec un masque de nationalisme arabe. Et en Syrie, par exemple, les Kurdes étaient considérés comme des citoyens de 50 zones, sans pièce d'identité et même sans droits basiques. C'était même interdit de parler leur langue et de documenter leur histoire. Aïe aïe aïe, c'est sûrement difficile pour eux. C'est pour ça, j'imagine qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration illégale depuis très longtemps. Exactement. J'ai entendu parler d'un roman kurde très célèbre. Tu parles de Mamezen. Oui, exactement. Justement, c'est un très bon exemple. Mamezen, c'est une histoire traditionnelle kurde, écrite au XVIIe siècle par Ahmad Khani. Et comme il était interdit de propager la culture par écrit, les Kurdes, avec leur volonté de résister pour garder leur culture, ont continué de transmettre cette histoire oralement et par des chansons des fois dans les familles. Oui, j'ai entendu que cette histoire a finalement été écrite au cours des 10 dernières années. Mais pourquoi c'était interdit? C'est une histoire politique? C'était interdit pour des raisons politiques. Mais ce n'est pas une histoire politique. C'est le Roméo et Juliette des Kurdes. Une histoire d'amour entre Mam, qui signifie le peuple kurde, et Zen, qui signifie Kurdistan. Et comme Roméo et Juliette, ils sont morts à la fin. Oui, je comprends maintenant pourquoi c'était interdit alors. C'est dommage. Bon, un autre moyen de préserver les traditions, c'est la cuisine. Et c'est pour ça qu'on va faire le kompé aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, c'est très simple en fait. On a besoin d'1 kg de farine, 400 g de beurre clarifié, s'il y en a, ou de beurre normal demi-sel, 250 g de sucre, un verre de lait entier et 50 g de sésame. Des assaisonnements comme de la vanille, cannelle, anis et fleurs d'oranger. J'imagine qu'il faut très bien mélanger tous les ingrédients et mettre de la levure boulangère, puis laisser reposer la pâte 1 heure. Tout à fait. Et bien évidemment, tu peux mettre le sésame au-dessus au lieu de le mélanger. D'accord. Et quand la pâte est prête, nous pouvons utiliser des moules en bois comme celui-là. Et ça fait de très jolies décorations. Sinon, on peut faire des disques comme les cookies. 180 degrés et 15 minutes à peu près, comme les cookies aussi. Exactement. Et puis, bonne dégustation. Et joyeux Nowruz. Merci à toi aussi. Côte à côte. شهر Méditerranée. البحر أخبار. Syrie. Côte à côte. Et vous êtes toujours à l'écoute de Souriali et Grenouille de Marseille. Alors on va aller à Paris pour notre agenda mensuel culturel. Présenté par Oustassa Paris. L'agenda. Bonjour à toutes et à tous.
Pour cette 4e chronique de Oustaza à Paris, j'aimerais vous parler de théâtre, et notamment de El Zir Hamlet, une pièce du metteur en scène syrien Ramzi Chouher. Imaginez pour cela que Abu Shad el-Hakawati, le conteur du mythique café Damasen el-Nawfara, ait fui la Syrie, et que, après un exil européen, il se soit imprégné de Shakespeare pour parler à sa manière de la guerre civile qui meurtrit son pays. À sa manière toutefois, puisque personnages de légende animent encore les marionnettes qui côtoient sur scène les acteurs aux costumes chatoyants. C'est ainsi que dans El Zir Hamlet, Ramzi Chouher confronte deux univers différents et pourtant très similaires. D'un côté, il y a Hamlet, héros tragique du répertoire shakespearien, jeune prince du Danemark désemparé par la mort brutale de son père dont le fantôme lui révèle que son propre frère Claudius l'a empoisonné. De l'autre, El Zir Salem, qui se retrouve au centre d'une guerre de pouvoir opposant son clan à celui du roi Tubba Hassan. Les deux personnages, interprétés respectivement par William Mesguich et Fida Mohsen, confient l'un à l'autre les conflits fratricides qui déchirent leurs familles respectives. Adapter Shakespeare au contexte du monde arabe contemporain n'est pas nouveau. On se souvient par exemple de l'adaptation de Richard III par le dramaturge britannico-koweïtien Sulayman El-Bassam, avec Faiz Qazaq dans le rôle titre. Mais lorsque Salem se demande « Est-il possible que je tue encore sans que mon frère ne voie à nouveau le jour ?» et déclare tout ce qui doit périr périsse, qu'il ne reste rien, difficile de ne pas avoir un passement au cœur tout particulier en pensant à ce qui se passe là-bas, au pays de Cham. Et si en effet le ciel n'acceptera jamais un assassin même habillé en prophète, et que l'injustice est une étoile clouée au ciel du jour, espérons que quelqu'un un jour finisse par la faire tomber. Par cette pièce, Ramzi Chouher rappelle avec force la place qu'occupe le théâtre dans la culture et la politique des pays arabes. Hasard de calendrier, l'INALCO organise les 17 et 12 février une conférence sur théâtre, modernité et politique dans le monde arabe. Mohamed Rouabi présente quant à lui Darwish 2 textes à la Maison des Métallos jusqu'au 22 mars. Pour les amateurs d'art contemporain, l'artiste libanaise Etel Adnan expose à la galerie Lelon dans le 8e arrondissement. Pas besoin d'être à Marseille aujourd'hui pour profiter du soleil. En revanche, rendez-vous sans faute au Babelmen Music, le forum des professionnels et amateurs des musiques du monde, organisé au Dock du Sud du 26 au 28 mars prochain. Retrouvez toute l'actualité culturelle arabe sur oustazaparis.com. À bientôt. L'agenda. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce 4e voyage en compagnie de Radio Grenouille et de Radio Souriali. C'était Côte à Côte, un Côte à Côte sous-titré La vie continue, un thème que nous aborderons également le mois prochain, mois d'avril, pour notre 5e épisode. Merci à Iyad Kalas, merci à Camille Le Prince de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission. Merci Georges également de Radio Souriali. Merci Simon. On se retrouve le mois prochain à 18h. On va se quitter en écoutant un artiste qui se dénomme Ibrahim Kevo. Voilà, il vient de côté l'est de la Syrie. C'est un chanteur qui chante avec toutes les langues de cette région, arabe, kurde, arménien, assyriaque, tout ce que vous voulez. C'est le choix musical de ce 4e voyage qui se clôture dès maintenant. On se voit le mois prochain et prenez soin de vous.